Bonjour à tous. On poursuit notre étude de JPA et j'aimerais maintenant vous montrer comment mettre en œuvre une relation d'association de type one-to-many. Pour ce faire, je vous propose de repartir du TP qu'on avait mis en œuvre lors du tuto précédent. Pour rappel, on avait créé un projet Eclipse, on y avait mis une version de Hibernate directement dedans, on avait à ce niveau-là le driver MariaDB pour pouvoir accéder à notre base de données, on avait défini notre fichier de configuration au niveau de JPA, le fichier persistance.xml. On y retrouvait nos entités, le type d'implémentation, donc nous c'est Hibernate qui permet de nous connecter à la base, c'est lui qui fournit l'implémentation JPA. On avait à ce niveau-là les informations de connexion à la base de données. Ensuite, on avait défini un certain nombre d'entités, et notamment les entités commande et user. Et pour rappel, au niveau de commande, on avait commencé à mettre en œuvre une relation de type many-to-one. Ici, c'est un many-to-one sans table d'association. On passe directement par une colonne de jointure qui est directement proposée au niveau de la classe commande et qui nous permet de retrouver notre user. Et bien maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire à partir du user, être en mesure de retrouver toutes les commandes qui sont associés à cet utilisateur-là. Donc si ici nous avions une relation de type many-to-one, au niveau de user, nous allons avoir une relation one-to-many. Alors, dans le but de nous simplifier la vie, je vais faire des copier-coller, je vais directement aller sur mon site web. Donc je vous propose de prendre un navigateur, vous allez sur cours.fr, vous cliquez au niveau de Java, puis de la sous-section Java EE, et dans le panneau de gauche, vous retrouvez la table des matières. C'est ce chapitre, pour la mise en œuvre des relations de type one-to-many, qui m'intéresse. Donc un petit modèle UML, vite fait, mais donc voilà les deux classes sur lesquelles nous allons travailler. Donc nous avons actuellement la commande, et la relation de navigation de commande vers user est déjà établie. Et donc nous avons du many-to-one. Pourquoi? Parce que plusieurs commandes peuvent être associées à un même utilisateur. C'est la flèche qui est ici. Maintenant, nous allons mettre en place la relation inverse. Nous allons chercher à réaliser cette flèche, si vous voulez. Et donc, on veut avoir du one-to-many. Et donc, un utilisateur pourra avoir plusieurs commandes. Alors, comme on l'a dit, il y a différentes techniques. On a vu ça déjà sur le tuto précédent. On peut avoir une relation sans table d'association. On peut aussi avoir une association avec table d'association. Table de jointure, si vous préférez. Pour commencer, on va rester sur le modèle qui est là, c'est celui qui est implémenté actuellement au niveau de notre relation many-to-one. Donc du coup, la base de données, vous avez ici quelques informations, mais c'est ce qu'on a déjà. Donc on a bien la table des utilisateurs, la table des commandes, et c'est bien la commande qui, via sa colonne ID user, permet de mettre en lien l'utilisateur avec lequel la commande est associée. Nous avons ici trois commandes. On note que par défaut, la clé primaire, elle est en auto-incrément, donc pas besoin de la fournir. La date de la commande, elle a une default value, donc elle est générée automatiquement, et c'est le temps courant, le timestamp courant. Il nous reste donc à fixer uniquement l'ID, et donc la commande 1 sera associée à l'utilisateur 1, soit Anderson Neo. La commande 2 sera associée à Skywalker Luke, on vérifiera ça bien entendu, et la commande 3 sera associée encore une fois au premier utilisateur. Et donc, si on cherche à mettre en place un tel modèle, il nous faut rajouter dans notre code cette section de code. Regardez, je copie-colle ces deux lignes-là, je me place bien au niveau de ma classe user. Ce que je veux, c'est une relation de type one-to-many. Allez, je copie-colle, je reviens ici, et voilà qui est fait. Je fais un coup de CTRL-SHIFT-O, ça c'est pour ajouter les imports qui me manquent. Vous avez vu, là on est en erreur. Voilà. Quand je fais CTRL-SHIFT-O, il me dit attention, il y a plusieurs implémentations de la liste. Qu'est-ce que vous voulez utiliser? Moi c'est java.util.list. Très bien. Et donc c'est parfait pour ça. Je reviens ici, je rajoute aussi un getUser, un getCommands, excusez-moi, qui me permettra de retrouver toutes les commandes de l'utilisateur. Parfait. Donc cette relation de type one-to-many, elle spécifie bien que les éléments qui sont en face, ce sont bien des commandes. Et il y a ici une petite subtilité. En vérité, cette chose-là, vous l'avez déjà vue.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait commencé il y a quelque temps à parler des relations de type one-to-one. Dans le cadre d'une relation de type one-to-one, on a vu qu'il y avait 3 manières de la réaliser, et notamment, il y avait le coup de l'attribut inverse. C'est exactement ce qui se passe au niveau du one-to-one qui est ici. Regardez, ici, on est entre user et user informations. Voici la classe user informations. Elle-même permet de retrouver l'utilisateur à qui on est associé. Ce qu'il faut regarder, c'est comment on est en termes de base de données. Ben, regardez bien, c'est la table T-Users Informations, excusez-moi, qui est associée à notre classe User Informations, qui porte la clé de référence. Donc du coup, à ce niveau-là, pour faire getUser, on avait bien une annotation de type one-to-one avec une join column, c'est bien lui qui portait la colonne de jointure. C'était IDUser, le nom de la colonne qu'il fallait utiliser. Mais la question, c'est comment on fait la chose en sens inverse. Comme au niveau de user, il n'a pas de clé de référence qui permet de lier user informations, il faut lui dire qu'on est mappé en one-to-one par attribut inverse. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de user informations, il faudra aller voir l'attribut user, et c'est grâce à l'attribut user qu'on pourra retrouver la clé, la colonne qui permet de mettre en relation les deux types. Donc ça, c'était une relation de type one-to-one avec attribut inverse. Là, on retrouve exactement la même construction. Pourquoi on retrouve un map by? Parce qu'en vérité, ce n'est pas le user qui porte l'identifiant de la commande. Vu qu'il peut y avoir plusieurs commandes associées à un même user, c'est donc la commande qui a l'identifiant. C'est bien ici, c'est bien en base de données, au niveau de la commande, qu'on retrouve l'ID user. Donc il faut que j'aille chercher la colonne me permettant de faire ma jointure. De l'autre côté, on a donc un map by. On va tester ça. Regardez, je reprends un main de test qu'on avait pu produire, je le copie-colle. Voilà, on va le renommer, on va l'appeler console one to many. Bon, le code existant, je le nettoie un petit peu. Voilà. Et donc, on va aller charger un utilisateur. Donc, pour rappel, on va utiliser l'API JPA et notamment l'Entity Manager. C'est lui qui me permet de manipuler mes entités. Donc, ce que je veux récupérer, c'est un user. Je vais l'appeler user. Et pour ce faire, je fais un Entity Manager et j'ai une méthode find qui me permet de retrouver un user par sa clé primaire. Je vais prendre l'utilisateur 1, Anderson Neo. Avec un contrôle espace, un contrôle Shift O, je peux générer automatiquement les imports. Donc ça, c'est parfait. Ce que je peux faire, c'est éventuellement m'arrêter là et déjà au moins vérifier que j'affiche l'utilisateur correctement. Parfait, on a bien notre utilisateur. Maintenant, si je veux tester ma nouvelle relation de type one-to-many, il faut que je récupère mon ensemble de commandes. Donc on a vu, c'était une liste, plus précisément java.util.list. Liste de quoi? Une liste de commandes, je vais appeler ça commands, pourquoi pas. Et donc c'est quoi? C'est à partir de mon user, je descends dans le getter que j'ai généré il y a quelques minutes. Il ne me reste plus qu'à faire un CTRL SHIFT O pour rajouter l'import. Et ici, je vais faire un for E, CTRL espace. Ça me permet d'avoir l'assistant for each qui va me permettre de scanner tous les éléments de la collection la plus proche de cette ligne de code. Autour de cette ligne de code, quelle est la collection la plus proche? C'est bien commands. Donc, il m'a déjà généré tout ce qu'il fallait pour parcourir cette collection. J'ai plus qu'à ajouter un affichage de commandes. Et normalement, je suis en mesure de lister toutes les commandes de M. Anderson. Il a bien 2 commandes, c'est bien ce qu'on avait en base de données. Au pire, je change d'utilisateur, je vais chercher l'utilisateur 2. Lui, on sait qu'il a une seule commande en base. Donc on a bien ici la commande de M. Skywalker. Regardez, je mets un autre utilisateur qui n'a pas de commande, et donc du coup, je vais avoir une liste vide, et je ne vais strictement rien récupérer. Regardez, je reviens sur mon utilisateur 1. Vous noterez une chose.
il y a eu combien de requêtes SQL? Alors ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard pour tout bien comprendre. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a eu 2 requêtes. Là, j'ai sélectionné des informations par rapport au user. Ici, j'ai sélectionné des informations par rapport aux lignes de commande. Je passe les détails, mais en gros, on est allé chercher la commande. Par rapport à la commande, on est allé chercher la commande. Regardez bien, si jamais je commente ces quelques lignes, si je relance mon programme, on constate qu'il n'y a plus que le user qui est chargé. Donc là, on descend bien dans la relation et on va chercher les informations qu'il y a derrière. On rediscutera de combien on aurait dû avoir de requêtes à ce niveau-là un petit peu plus tard, quand on aura vu plein d'autres choses très importantes. Bon, parfait pour l'instant. Alors du coup, il y a un point super important sur lequel je voudrais revenir. Regardez, je reprends la classe user. Donc on avait ici la liste de mes commandes. Techniquement, j'ai typé mon attribut via une interface. C'est l'interface list. Vous avez vu là, quand je prends l'infobulle, je vois bien ici la petite icône de i là pour dire interface. Si je me mets ici, là on a une classe. C'est la classe ArrayList. La classe ArrayList implémentant l'interface list. Il y a bien compatibilité de type, donc tout est OK. Et la question que je suis en droit éventuellement de me poser, c'est pourquoi avoir typé par interface? J'aurais pas pu directement me dire que je veux une ArrayList? Eh bien oui et non, on va plutôt dire non. En tout cas, si vous essayez de faire ça tel quel, vous aurez inexorablement une petite erreur. Donc oui, on aura bien à un moment donné une instance, on va avoir une instance qui va implémenter l'interface list. Mais par contre, on ne peut pas imposer à ce que ce soit un ArrayList. Ici, il me dit quoi? Il me dit que j'ai essayé d'utiliser une collection et qu'il n'a pas reconnu la chose en tant que telle. Pour lui, j'aurais dû implémenter une interface obligatoirement. Ça vient du fait qu'en gros, cette collection, c'est pas moi qui vais l'instancier. Là, je l'ai instancié à vide au cas où je ferai un new user. Si je crée une instance comme ça en RAM, sans l'avoir lu à partir de la base de données, j'aurai une collection vide. Mais si je charge à partir de la base, c'est lui qui va me produire l'instance commands. Et lui va utiliser un autre new. Je ne rentre pas dans ces détails-là, mais il va me produire une instance à lui. Et donc du coup, elle ne sera forcément pas de ce type-là. Donc il faut que je type par interface. Si je rejoue le programme, cette fois-ci, tout fonctionne correctement. Alors notez, je prends un petit peu d'avance. Je vais vous montrer des choses sur lesquelles je reviendrai dans un futur tuto. Mais ici, j'ai un lien mapping des collections. Si vous y allez, vous constaterez qu'en vérité, JPA supporte un certain nombre d'interfaces pour typer vos collections. J'aurais pu utiliser java.util.collection ou bien java.util.list, un set, un map, un sorted set ou un sorted map. Qui plus est, si j'utilise comme implémentation JPA, si j'utilise le moteur Hibernate, lui me proposerait une autre interface à lui. On voit qu'on est dans org.hibernate. Et donc du coup, cette interface me permettrait d'avoir mon propre type de collection. Mais dans tous les cas, il faudrait que je définisse une interface qui étende User Collection Type. J'oublie ce cas-là. En tout cas, du point de vue de JPA, il me reste ces interfaces-là. Pour le moment, nous avons décidé d'utiliser l'interface list. On verra comment utiliser les autres interfaces un petit peu plus tard dans un futur tuto. Allez, je reviens sur le chapitre relatif aux relations de type one-to-many. Donc c'est parfait, on vient de tester une relation one-to-many sans table d'association. Mais comme je le disais, on peut aussi travailler avec table d'association. Qu'est-ce que ça va changer? En gros, ça va changer des choses en termes de base de données. Alors, pour ce qui est de user, rien ne change. La table qui lui est associée, à savoir t-users, on a bien un ID, un login, un mot de passe et un nombre de connexions, pourquoi pas. Rien n'a changé sur ce type-là. Par contre, ce qui va changer, c'est la manière dont les commandes vont être gérées. Si je regarde ici, donc j'ai un create table, c'est commands, je n'ai plus que 2 attributs. J'ai l'ID commande, c'est la clé primaire, elle est en auto-incrément, et j'ai la date qui sera elle aussi générée par défaut si on ne dit rien avec le timestamp courant. Or, jusqu'à présent, on avait quoi en base? Nous, on avait l'ID user. Cet ID user, on va le transférer sur la table d'association, si vous voulez. Et donc ici, on a la table d'association. Donc elle s'appelle T Commands User Associations.
Et donc, j'ai deux clés qui me permettent pour l'une de relier la commande, et pour l'autre de relier l'user pour l'association considérée. Et donc, j'ai mis un certain nombre d'associations au niveau de ma base de données. J'ai repris exactement ce que j'avais fait sur l'exemple précédent, à savoir la commande 1 et la commande 3 sont associées à l'utilisateur 1, et la commande 2 est associée à l'utilisateur 2. Parfait, regardez, je reprends ce code-là, je copie, et je viens mettre ça en lieu et place de ce que j'avais ici. Je prends une console. Quel que soit le système d'exploitation, vous prenez soit un bash, soit une console CMD sous Windows, au choix. Ce que vous faites ensuite, c'est que vous vous placez dans le workspace qui correspond au groupe de projet sur lequel vous travaillez. Moi, ça doit s'appeler Workspace Java EE. Puis vous descendez dans le dossier qui correspond à votre projet. Pour ma part, dans Intro JPA, j'ai directement mon database.sql, il est là. Donc si ici je relance ma console cliente pour me connecter à MariaDB, pour rappel, MariaDB est un fork de SQL, mais je suis bien sûr MariaDB et ils n'ont pas renommé le nom de l'exécutable, c'est pas grave. Dans tous les cas, je suis connecté et donc si je fais un source de database.sql, normalement je viens de reconstruire ma base de données. Tout semble être correctement réinjecté. Juste pour rappel, en tête, ce que j'ai dit, c'est que si la base de données existe déjà, je la détruis. Donc du coup, je n'ai plus qu'à la reconstruire proprement. C'est pour ça que les ID, c'est toujours les mêmes. D'accord ? Parce qu'à chaque fois, je nettoie la base de données et je la reconstruis à zéro. Donc ça, c'est parfait. Notons que si je m'arrête là et que j'essaye de redémarrer mon main, là, momentanément, il n'y a plus rien qui marche. C'est logique. La structure de la base de données n'a plus rien à voir avec le type de mapping qu'on a réalisé au niveau de nos entités. Au niveau de nos entités, on a dit qu'il y avait une colonne de jointure qui s'appelait ID user au niveau de la commande. Là, il me dit que ça n'existe plus. C'est normal, cette colonne-là a complètement disparu de la table T-users, T-commands. Donc à la place, on a la table d'association. Comment fait-on pour utiliser cette table d'association au niveau du mapping ? Regardez, je descends un petit peu plus bas au niveau de ma page et on va y retrouver des blocs de ce type-là. Regardez, je copie-colle juste ces lignes-là et je vais rajouter ça au niveau de mes deux types. Alors en vérité, le fait d'être passé par une table d'association, ça impacte bien entendu la relation de type many-to-one qu'on avait de commande vers user, mais ça impacte aussi la relation de type one-to-many. Bon, pour la many-to-one, celle-ci, vous l'aviez déjà gérée. Dans le tuto précédent, on avait géré ce cas particulier. Donc, juste pour rappel, je remets bien mon annotation pour introduire ma table de jointure. Là, vous avez vu, il me manque un import, je fais CTRL-SHIFT-O, comme ça, c'est géré automatiquement. Et donc, la table d'association, c'est bien elle. Comprenez que la table d'association ne se voit pas au niveau de vos entités. Elle est entre vos deux classes d'entités. Et puis là, je suis dans qui ? Je suis dans commande. Donc commande est associée à la table T-commands. Quelle est la colonne dans T-commands qui sert de clé primaire ? C'est ID commande. Donc ici, je mets ID commande. Et l'inverse join columns, c'est qui ? C'est user. ID user. Alors au passage, c'est vrai que là il y a un S. Vous pourriez vous dire, mais pourquoi il y a des S là sur ces columns ? Tout simplement parce que des fois j'ai des clés primaires, mais qui sont sur plusieurs colonnes. C'est tout à fait possible au niveau d'une base de données. Dans ce cas-là, vous pouvez passer un tableau de join column. J'en ai qu'un seul pour ma part, donc ça marche très bien. Donc ça c'est parfait. C'est ce qu'on avait vu dans le tuto précédent. C'est un many-to-one avec table de jointure. Regardez, je viens ici. Je reprends mon one-to-many, donc c'est le côté opposé, et je pose mon annotation de type join-table. CTRL-SHIFT-O encore une fois pour gérer les imports. Et donc c'est toujours la même table de jointure, mais par contre là on est de l'autre côté. Donc la notion de join column et de inverse join columns sont inversées. Comme je suis dans la classe user, ce qui me référence, moi, c'est ID user. Et donc, à l'opposé, de l'autre côté, j'ai qui ? J'ai ID commande. C'est très bien. Vous avez vu, j'ai juste rajouté
les deux join tables. Je reprends mon code à ce niveau-là, je fais run as, je relance mon application, bah ça remarche de nouveau. Vous pouvez éventuellement revenir ici, vous changez l'identifiant, vous prenez un nouvel identifiant, pourquoi pas l'utilisateur 2, et on sait que l'utilisateur 2 n'a plus qu'une seule commande. Donc parfait, tout semble fonctionner correctement. Il y a bien les selects en base de données qui ont été joués pour rapatrier mes données. Bon, du coup, quelle est la meilleure solution? C'est vrai que c'est une question qu'on est en droit de se poser. On y a déjà un petit peu répondu dans les tutos précédents, hein. N'oubliez pas, une table de jointure, on est obligé de faire les jointures à deux niveaux, sur l'ID user et sur l'ID commande. Donc du coup, techniquement, c'est moins performant que ma première approche. Il y a un autre aspect important. Là, on est en one to many. Mais le one, comment on le gère? C'est vrai que là, de la manière dont ça a été fait, on aurait pu avoir du many to many. Pourquoi? Parce qu'en base de données, il n'y a aucune contrainte particulière. Si vous voulez vraiment garantir le one, si on y réfléchit, il faut que dans notre table, à ce niveau-là, il ne faut pas qu'il y ait de doublons sur l'ID commande. S'il y a deux fois un ID commande 1, ça voudrait dire que cette commande pourrait être associée à deux utilisateurs. Donc il faudrait que cette ID commande soit unique. D'accord? Donc si on veut vraiment du one-to-many, le mieux ce serait de rajouter le unique qui est ici. Du coup, si jamais à un moment donné, vous cherchez à faire des bêtises, je reprends ma commande 1 et je l'associe à l'utilisateur 5. Regardez, si j'essaye de remonter ça en termes de base de données, j'aurai droit à une erreur. Il me dit désolé, mais on a une duplicate entry 1 et on a dit qu'elle devait être unique. Donc il refuse l'insertion en base de données. Ça permet de garantir un petit peu plus d'intégrité au niveau de vos datas. Donc là, on est vraiment correctement implémenté en termes de base de données pour vraiment avoir le one-to-many. D'accord? C'est vrai qu'avec l'approche précédente, c'était implicite. Le fait qu'on ait un ID user au niveau de Take-Commands fait que de toute façon, cette commande-là ne pouvait pas être affectée à plus qu'un seul et unique utilisateur. Donc là, il y a un risque, c'est qu'on oublie cette chose-là, alors qu'avec la première approche, c'était imposé. Qui plus est, comme je disais, là, vous faites deux jointures, alors que tout à l'heure, on n'en faisait qu'une seule. Donc c'est vrai que du point de vue des performances, des points de vue de la stabilité, bon, peut-être que la première approche était meilleure. Mais on en avait déjà un petit peu parlé, il y a des fois des situations un peu particulières. Des fois, vous avez des tables qui existent. Il y a déjà des applicatifs, autres que votre programme Java, qui manipulent la base et ces tables. Et peut-être qu'une relation n'était pas implémentée jusqu'à maintenant. Dans ce cas-là, pour rajouter une relation de navigation, on va souhaiter rajouter des clés de référence. Mais le problème, c'est que si on modifie des classes et des tables existantes, en tout cas si on modifie des tables existantes, les applications qui existent déjà et qui manipuleraient ces tables-là risquent de poser souci et de ne plus marcher correctement. Donc si vous ne voulez pas impacter les applicatifs existants, c'est vrai que le fait de rajouter une table d'association, ça peut présenter un intérêt. On perd en performance d'un certain point de vue, mais on ne remet pas en cause l'existant. Bon, si c'est le cas, pourquoi pas, vous pouvez opter pour ce choix-là. Bon, moi, franchement, personnellement, je trouve vraiment que c'est la meilleure approche, c'est celle qu'on avait vue initialement. Donc regardez, je reviens en arrière, je remets ma table avec ma clé de référence directement portée sur Take-Commands, je sauvegarde ça, je rejoue les données en base pour que tout soit correctement structuré. Et là, je reviens à la discussion de tout à l'heure. Si j'essaye de lancer là tel quel mon programme, de nouveau, ça ne marche plus. Et on en revient à la discussion de tout à l'heure. La structure de la base de données ne correspond pas au type de mapping que vous avez réalisé au niveau de vos entités. Là, il vous dit bien, on est censé trouver une table qui est censée mettre en place nos associations entre les commandes et les utilisateurs, sauf qu'elle n'existe plus. Donc du coup, si vous voulez que tout remarche, il faut revenir en arrière. Vous remettez la join column au niveau de commande, et au niveau de user, c'est pareil. Vous supprimez le join table et vous remettez le map by qui permet, via attribut inverse, de retrouver le lien entre commande et user. Je fais des CTRL SHIFT O partout pour enlever les imports. Je sauvegarde. Et je n'ai plus qu'à relancer mon programme. Normalement, tout devrait remarcher correctement. Bon, voilà comment mettre en place une relation de type one-to-many. Alors, à partir de là, je vous propose un petit TP, histoire que vous continuiez un petit peu à vous entraîner. Pour ce faire, regardez, je vais revenir au niveau de mon site et je vais aller sur une page qui est exemple d'un mapping complet.
Je vais gagner un petit peu de place en rétractant le panneau latéral. Et donc ici, j'ai fait un petit diagramme UML du modèle de classe que je veux avoir à terme. Alors, il y a déjà des choses qu'on a réalisées jusqu'à présent. On a la table user, et users en tout cas, et la classe associée. On a la classe user informations, on a commande, et on a article. Article, en vérité, on l'avait mis en œuvre lors de notre premier TP sur JPA. Par contre, le reste, on ne l'a pas. Alors, pour le moment, vous ignorez les rôles. Pourquoi? Parce que là, il faut une relation de type many to many, on n'en a pas encore parlé, donc on oublie. Ici, vous avez des choses par rapport à des paiements associés à la commande. Mais encore une fois, on n'a pas encore vu comment gérer l'héritage, donc on va oublier ces trois classes-là. Vous oubliez. Ce que je vous demande de faire, c'est de me rajouter, vous, une classe command line sur le projet actuel. Une command line, c'est quoi? C'est une association pour une quantité donnée d'un article. Par exemple, vous voulez 5 stylos bleus, vous voulez 6 clés USB que vous voulez acheter sur notre site de vente en ligne. Bon, dans ce cas-là, au niveau de command line, il faut bien entendu avoir donc un identifiant, c'est la clé primaire pour la command line. Bien entendu, il vous faut la quantité, c'est un entier, et puis il vous faut une relation de type many to one. Effectivement, il peut y avoir pour deux clients donnés des lignes de commande vers un même article. Donc plusieurs command lines peuvent référencer un même article. Cette navigation est navigable que dans un seul sens. Je veux simplement qu'à partir de command line, je puisse retrouver l'article. Je ne vous demande pas, à partir de l'article, de retrouver toutes les command lines. Bon, pourquoi pas? Et puis, je veux aussi qu'il y ait une autre relation de navigation au niveau de command line et de commande. Et là, si vous regardez bien, c'est vrai qu'on retrouve un modèle qui est très très proche de ce qu'on avait fait là. Ici, on avait une relation, si on part de user, on avait un one to many vers commande, et de commande, on avait un many to one vers user. Grosso modo, je veux exactement le même type de relation entre commande et command line. Elle est navigable dans les deux sens. À partir de la commande, je veux pouvoir retrouver toutes mes command lines, donc on est bien d'accord, c'est un one to many que je vous demande. Mais tant qu'on y est, histoire de réviser ce qu'on avait vu sur les tutos précédents, je veux aussi un many to one vers les commandes pour que je puisse retrouver la commande de ma ligne courante. Bon, du coup, je vous laisse réfléchir à ça et je vous laisse me mettre en place le mapping et me rajouter tout ce qu'il faut au niveau de cette classe-là. C'est pareil au niveau de cette classe, vous me faites peut-être un toString pour afficher la ligne de commande et vous pouvez modifier le toString de commande pour afficher toutes les lignes de commande. D'accord? Si vous avez la moindre difficulté, grosso modo, vous avez ici la correction qui vous est proposée. Alors, il y a plus de choses que ce qui est nécessaire, donc vous pouvez fouiller éventuellement un petit peu pour regarder un petit peu le reste, mais le reste vous sera présenté dans les prochains tutos. Donc, pour le prochain tuto, on va parler des relations de type many to many. Donc, on va gérer ce cas particulier, donc ça, ce sera sur la prochaine vidéo. Voilà, et puis j'espère que cette présentation donc, de ces relations de type one-to-many vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et à repartager cette vidéo, c'est important pour moi, donc faites-le s'il vous plaît. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Merci de votre attention.